Donc voilà, maintenant on continue. Donc ça c'est la synthèse globale. Alors donc on s'était arrêté à cet élément-là. Donc si on revient en arrière, vous voyez que on a vu donc ici les nerfs moteurs volontaires. Vous vous souvenez, le 6 pardon, je vais y arriver. Le 6, le 4, le 3. Ok. Ensuite le 7 et le 3 à nouveau pour le releveur de la paupière. Ensuite donc, on les reprenait ici, avec leur trajet et leur zone d'action. Au niveau des nerfs sensitifs, on a vu le nerf, les trijumeaux, enfin le trijumeau, et donc le 5, et évidemment le nerf optique. Et puis, je vous disais, le nerf 8, effectivement, il fait partie du réflexe auriculopalpébral. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un lien entre l'oreille et la paupière. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'on avait dans les nerfs sensitifs. Si vous regardez dans les pages du syllabus, vous êtes à la page 45. Ok, avec le trajet du nerf 5, ça commence à la page 44. 44, on a les noyaux. Ok, ensuite on a le trajet. Ok, avant le ganglion trigéminal, je vais y arriver, et montrer qu'après ce ganglion, eh bien, on a donc bien une bifurcation en trois branches, ophtalmique de Willis, maxillaire et mandibulaire. Ok. Alors, on vous décrit les trajets avant et les trajets après, ok, et vous avez le schéma à la page 46 qui ressemble à, évidemment, ce que je vous ai montré. Ici, c'est mieux de mettre en couleur, mais donc on voit bien, effectivement, le ganglion trigéminal et les racines qui partent juste après. Vous devez être capable de les replacer sur un schéma. Et donc, on vous explique ici, justement, les différentes branches, en vous disant, voilà, d'abord, l'ophtalmique de Willis, et on vous montre le trajet frontal, du frontal après la fente sphénoïdale. Donc le trajet du frontal, c'est encore une sous-partie. Donc si vous regardez, dans l'ophtalmique de Willis, on va avoir différentes branches, donc ils se subdivisent à nouveau, et on va avoir le nerf récurrent d'Arnold, le nerf frontal, le nerf nasociliaire et le nerf lacrymal. Ok. Et donc, tout ça, donc c'est toujours du sensitif. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, dans cette partie, donc les deux premières branches, vous voyez, l'ophtalmique et maxillaire, elles sont que sensitives. Il n'y a que la mandibulaire qui est un nerf mixte. Et donc ici, on vous donne les différentes subdivisions. On vous donne les trajets de chacun d'eux. Ok, le frontal. On donne chaque fois pour vous expliquer où est-ce que ça va arriver. Alors, c'est ce qu'on va avoir ici. Ici, vous voyez, le frontal, on vous explique où ça arrive. On va avoir le nasociliaire ici, ok, qui est expliqué à nouveau. Et ensuite, le trajet en C, le trajet du lacrymal. Ici, on l'a mis en A, parce que c'est celui qui nous intéresse le plus. On est d'accord ? Et donc, à chaque fois, vous devez étudier ces pages-là jusqu'à la page 48 avec chaque fois l'explication. Ok ? Et vous voyez que, évidemment, dans le nasociliaire, ce qui nous intéressait, c'était évidemment le corps ciliaire, les sacs et les conduits lacrymaux. Et donc, on vous redonne à la page 48 les racines longues du ganglion ophtalmique. Cette branche se termine au pôle postérieur des ganglions ophtalmiques. Elle contient les fibres de la, je ne sais pas ce qu'ils essaient de mettre, cornéenne. Et donc, on a les nerfs ciliaires longs. Et ça va être important. Les nerfs ciliaires longs, les branches se séparent du nasal au moment où celui-ci croise le nerf optique. Il pénètre dans le globe oculaire, chemine dans la suprachoroïde et se termine au niveau du corps ciliaire. Ça, c'est une partie très importante. Et donc voilà, si on continue, donc on a ici les trois branches dont on a parlé. Pour que ce soit plus clair au niveau anatomique, donc je vous les ai montrés dans la classe en ligne du corps humain. Mais ici, voilà, ça vous permet d'avoir une vision donc, avec les trois branches qu'on vient de citer et qui sont donc citées aussi à la page 48. Vous avez bien ici, on a vu que c'est la branche ophtalmique, c'est ce qui est écrit, la branche ophtalmique de Willis. Et ensuite, ici, vous voyez que cette branche ophtalmique, elle se divise en deux. Et elle va justement se diviser en nerf frontal, qui va monter pour la sensibilité ici, à ce niveau-ci. Et puis après, ici, on a le nasociliaire. Pourquoi nasociliaire? Parce que vous voyez qu'il y a une partie qui va bifurquer au niveau du nez.
Et il y a une partie qui va s'arrêter ici et qui va aller vers les corps ciliaires. C'est cette partie-ci qui va nous intéresser. Ok? Donc ici, c'est avec les couleurs, mais c'est peut-être un petit peu moins clair. Là, c'est sans les couleurs, mais c'est plus clair. Ok? Avec ici le nerf nasociliaire. Ok? Et donc vous voyez qu'il va passer ici. Une partie va arriver, s'arrêter au niveau des corps ciliaires et l'autre partie va continuer. Ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important parce qu'on va l'utiliser dans quelques secondes pour la suite. Ok? Alors, à nouveau, le trajet du lacrymal, il vous réexplique ici le trajet du lacrymal. Ok? On l'a déjà vu dans le chapitre sur les glandes lacrymales et donc il vous redonne les trajets de la branche interne et de la branche externe. Ça, vous pouvez aller revoir au niveau du cours. Si vous remontez dans le cours, vous verrez que ça, on l'a déjà vu au niveau ici de l'innervation, si vous vous souvenez. On a déjà vu toute une partie de l'innervation de la glande lacrymale. Ok? Et ici, justement, vous avez le nerf lacrymal qui est ici, hein, si vous le voyez. Hop. Hein, donc ici, vous avez justement le lacrymal. Ok? Donc ça, c'est évidemment tout ce qui fait partie. Les trois branches dont on parle font bien partie de l'ophtalmique de Willis. Donc on est bien sur les trois qui sont partie de l'ophtalmique de Willis. Ok, avec le frontal. Hein, et ici, on a le lacrymal. À chaque fois, il y en a un des deux qui n'est pas représenté. Et donc, on a déjà 2 sur 3 qui sont représentés. Mais donc ici, sur ce schéma-ci, on a le lacrymal. Ok, et le frontal ici. Sur le schéma suivant, on va y arriver comme ça. Sur le schéma suivant ici, par contre, j'ai le frontal et le nasociliaire. Ok? Donc au final, on a les trois. Frontal, nasociliaire et le lacrymal. Ça marche, ils sont tous les trois une subdivision de la branche ophtalmique. Ensuite, on vous redonne ici la branche maxillaire, je vous laisse lire avec la branche terminale, les branches collatérales. Ok? Donc ça, de nouveau, c'est ce que vous devez lire à la page 49. Important. Qu'est-ce qu'on retient ici dans les branches qui nous intéressent? C'est ce qu'on va avoir ici dans notre schéma. Et donc, pour le maxillaire, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment l'innervation de la paupière inférieure, des sacs lacrymales, nez, fosse nasale, lèvres et dents, ça nous intéresse beaucoup moins. Et donc c'est ce que vous voyez ici, avec la branche terminale, elle donne les filets pour les paupières inférieures, la région du sac lacrymal, et les branches collatérales, un rameau orbitaire qui a 2 branches, la branche supérieure s'anastomose avec la branche externe du nerf lacrymal, sa branche inférieure se distribue aux téguments temporaux. Téguments, c'est la peau. D'autres rameaux qui innervent les fosses nasales, le palais, les dents, tout ça nous intéresse moins. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est principalement paupières, sac lacrymal avec la branche terminale et la branche collatérale, on retiendra juste qu'elle s'anastomose avec le nerf lacrymal. Ok, mais ça on l'avait déjà vu quand on a vu la glande lacrymale. Et puis pour le mandibulaire, c'est pas là, c'est de l'autre côté. Le mandibulaire, cette partie-ci, eh bien effectivement, celle-là, elle nous intéresse beaucoup moins, puisque c'est les nerfs buccaux, dentaires. Donc voilà, celui-là, je ne vous demande pas de connaître les détails. Ok? Donc ça, c'est pour les trijumeaux. Ok? Le nerf vestibulaire, vous l'avez à la page 51, vous le lisez pour votre information, mais je ne vous demanderai pas cette information-ci. Ok? Comprenez juste qu'il y a un lien entre l'équilibre et certains réflexes, comme le réflexe des paupières. Le nerf optique, on l'a vu. Et donc ici, vous avez un résumé de tous les nerfs crâniens avec plus globalement leur rôle. Donc c'est pas vraiment aussi précis que ce qu'on a vu dans les autres tableaux avec exactement où ça arrive. Ici, c'est le rôle plus global et vous devez le connaître pour tous les nerfs crâniens, absolument. Ok? Maintenant, on va continuer avec les nerfs moteurs involontaires que vous avez à partir de la page 22. Et donc ce qu'on va essayer de voir, c'est en lien avec le cours de physiologie, et donc tout ce qui est système nerveux involontaire, on a chaque fois parlé, moteur involontaire, c'était l'ortho et le parasympathique. Ici, ça va être exactement la même chose, et vous voyez bien que on va avoir ici, c'est l'orthosympathique, et ici, c'est le parasympathique. Pourquoi est-ce qu'on sait ça? Tout simplement parce que ici, ça prend naissance au niveau du tronc cérébral, alors que ici, ça prend naissance au niveau de la moelle épinière. Et on avait vu que c'était pour le
parasympathique, c'était au niveau de la moelle épinière avec l'orthosympathique, pardon, c'est au niveau de la moelle épinière avec les ganglions qui étaient proches, donc plein de petits ganglions qui étaient tout proches. Alors qu'ici, on avait un long nerf et des ganglions proches des organes. Ça va? Donc maintenant, on va essayer de comprendre justement la régulation de l'ortho et du parasympathique, leurs actions antagonistes, et principalement au niveau de l'œil, puisque c'est surtout, donc c'est de l'involontaire. Alors dans le cligner des yeux, a priori, tout ça on a quelques arcs réflexes dont je vous ai parlé, on va avoir tout ce qui est mouvement de l'œil pour suivre un objet, hein, et on a vu justement juste ici, hein, que ça c'était tout ce qui était mouvement de la tête, principalement, hein, ici mouvement de la tête, et des yeux pour réussir à suivre un objet. Et bien maintenant, on va essayer de comprendre ici dilatation ou contraction de l'iris. Si on regarde bien, on va avoir, vous voyez ici, deux chemins fort différents pour arriver au niveau de l'iris, hein, au niveau de mon œil. Et donc si vous regardez ici, on va partir de quelque chose qui part, comme on vient de le dire, de la moelle épinière, alors qu'ici on va avec le nerf 3, hein, de mon, qui part directement de mon tronc cérébral. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est de revenir voir ce qui se passe ici. Tout ça, c'est lié à une réponse à un stimuli. Alors, un stimulus. Ce stimulus, c'est un stimulus lumineux, par exemple, une lumière intense. On a dit que le trajet normal des informations de la rétine, c'était ça. Et on a dit qu'il y avait une partie qui était bifurquée. Cette partie qui bifurquait en vert, c'était pour pouvoir suivre un objet, bouger la tête et les yeux. Et la partie bleue, que j'ai pas mentionnée il y a deux secondes, c'est la partie qui va vers le prétectum, hein, et ça permet justement d'envoyer un signal pour contracter, dilater et l'accommodation. Donc là, ça va vers le corps ciliaire. Et donc ça, c'est ce qu'on va étudier maintenant dans l'ortho et le parasympathique. Tout ça, c'est évidemment de l'involontaire. On est d'accord que suivre un objet, ça tend en plus en tout cas vers du volontaire. Bouger la tête, ça tend vers du volontaire. Ici, l'iris et l'accommodation, donc la contraction ou le relâchement du corps ciliaire, c'est bien de l'involontaire. Donc c'est ce chemin-ci, le chemin bleu qu'on regarde, c'est-à-dire j'ai une information lumineuse et elle est traitée ici au niveau du prétectum et elle repart avec un ordre réflexe et elle repart pour aller contracter ou dilater. Et c'est ça qu'on va regarder. Quelles sont les deux réponses qu'on peut amener, qu'on peut aborder. Et donc on voit bien que les réponses, ici c'est les réponses qu'on voit, puisque c'est bien les nerfs moteurs, les réponses elles vont venir soit ici de la moelle épinière, pour tout ce qui est orthosympathique. Et donc, on va avoir, dans ce cas-là, avec l'orthosympathique, une dilatation de la pupille, donc une mydriase. Donc la mydriase, l'ordre, il sort de là, en tout cas, du système nerveux central, alors que pour myosis, l'information, elle sort à ce niveau-ci. Ok ? On va regarder ces deux chemins. Prenez la page 52 de votre syllabus. Okay, donc c'est bien les rôles antagonistes qu'on ici dilatation par l'orthosympathique et contraction par le parasympathique. Hein, vous vous souvenez l'histoire du chat qui a les yeux qui brillent parce que son œil se dilate. Et donc dans votre syllabus, vous avez les deux pages 52 et 53 et ensuite à la page suivante qui n'a pas de chiffre, vous avez le schéma qui ressemble à celui-ci. Okay, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que ça en bleu, c'est le signal afférent. En jaune, c'est le signal efférent. Ok ? Et donc ici, on a bien un influx lumineux, ok, qui va passer par le chemin optique normal. Ça marche. Donc de nouveau, le chemin optique normal, ça va être quoi ? Hein, il va passer par le nerf optique, ok, chiasma, bandelette, sauf qu'au lieu d'aller au niveau des corps genouillés, il va bifurquer vers le noyau prétectal, hein, le prétectum qu'on vient de voir. Okay. À ce moment-là, il y a donc la bifurcation qui va avoir lieu, et cette bifurcation, elle va donner une réponse qui va être soit la réponse ici parasympathique, soit la réponse ici orthosympathique. Et vous voyez bien que l'orthosympathique, il part de bien plus bas pour remonter, alors que le parasympathique, il sort directement ici, au niveau du tronc cérébral. Donc dans l'orthosympathique, notre premier neurone part ici de l'hypothalamus, il descend ici jusque justement cervical ou première dorsale, deuxième dorsale,
puis ensuite un deuxième qui va rejoindre le ganglion cervical et un troisième